Deuxième partie de l'émission Le Monde en 7, nous continuons avec le débat sur le Bénin. On parlait donc de l'ouverture de l'enquête décidée par les autorités pour faire la lumière sur la mort de 15 civils dans une attaque terroriste dans le nord du pays. Toujours avec mes deux invités, Firmin Teko Agbo et Akwete Kosigan pour faire le débat avec moi. Les autorités béninoises estiment que le drame aurait pu être évité. Alors, si le porte-parole du gouvernement le dit, Kosigan Akwete, en disant, ce sont ces mots que je cite, hein, le drame aurait pu être évité, ça veut dire qu'ils ont déjà des remontées d'informations qui laissent penser que il y a des choses qui n'ont pas bien fonctionné. Vous savez, la particularité du gouvernement Talon, c'est que c'est des gens qui ne parlent pas sans avoir raison ou sans avoir des renseignements. C'est des gens qui sont très méticuleux à la tâche, et donc sûrement que le gouvernement a déjà des renseignements sur tout ce qui a permis que cette attaque puisse être effective, puisse être opérée, et qu'il y ait eu perte de vie humaine. Ce qui est sûr, vous allez constater qu'ils ont su qu'il y a eu l'alerte, que l'alerte a été donnée. Et donc, ils ont encore eu l'information comme quoi la réaction n'a pas été immédiate. Alors, ça voudrait dire que ils ont commencé déjà par avoir alors les renseignements de ce qui a marché, de ce qui n'a pas pu l'être en son temps. Et donc, je crois que quand l'enquête va finir, connaissant très bien la rigueur du gouvernement Talon, il y aura des têtes qui vont tomber, et il y aura aussi des réformes à apporter alors à la stratégie de guerre qu'il faut mettre en place pour que dorénavant, quand l'alerte sonne, qu'il y ait alors une réaction spontanée pour empêcher à ce que ces bandits enturbanés puissent décimer les vies humaines. Je sais aujourd'hui que le gouvernement va travailler d'arrache-pied avec les autorités militaires du Bénin pour que alors tous ces dysfonctionnements puissent être répertoriés et que des solutions idoines soient proposées et mises en place. Cela dit, je voudrais exhorter la communauté ouest-africaine à se donner la main pour combattre alors ces djihadistes-là. Le combat ne doit pas être individuel, c'est-à-dire que ça ne doit pas être ce que chaque pays doit développer sa stratégie. Il faut qu'il y ait une stratégie commune, parce que n'oublions pas que les gens là exploitent nos frontières qui sont assez souvent poreuses. Or que parfois c'est une rivière qui sépare, qui fait office de frontière, ou parfois c'est la forêt. Or dans ces zones, il n'y a pas souvent l'œil de l'État. Il n'y a pas les structures de l'État qui puissent alors mettre de l'ordre. Donc pour l'heure, moi j'aurais proposé qu'il y ait alors des accords entre les pays de la sous-région qui permettent à ce que des militaires d'un pays X puissent alors poursuivre ces enseignants-là jusqu'à arriver sur le territoire d'un pays Y, et peut-être avoir aussi le renfort de ce pays-là pour mettre fin alors aux opérations de ces gens-là. Voilà, la coopération militaire. Maintenant, si on ne le fait pas, et que le terroriste qui est en difficulté, par exemple sur le territoire béninois, rentre sur le territoire nigérien et qui retrouve la paix là-bas parce qu'il n'y a pas de répondant tout de suite à la frontière, je crois qu'ils reviendront toujours. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser alors cet espace libre d'un pays Y pour préparer des attaques contre un pays A. Donc moi j'ai dit, il va falloir qu'il y ait une coopération militaire très forte entre nos pays pour que voilà, ils puissent mettre fin à cette chose. Mais aussi longtemps qu'il n'y aura pas la paix en Libye, quand l'ordre ne va pas revenir en Libye, nous serons toujours exposés alors à ce genre de situation. Oui, Firmin Teko Agbo dit qu'il faudrait que nous nous préparons pour vivre avec le terrorisme, mais on ne peut pas vivre avec la mort. On ne peut pas vivre avec des gens qui ne savent que mourir pour, soi-disant, aller rencontrer Dieu au paradis. Il faut vite mettre fin à ça, parce qu'un homme normal, je ne crois pas qu'il doit s'exploser avant de voir Dieu. Non, je ne crois pas que le Coran ni la Bible exige de l'homme qu'il prenne une bombe sur lui et qu'il s'explose pour tuer des vies humaines, c'est-à-dire pour mettre fin à des vies humaines avant de rencontrer Dieu. Il faudrait que nous enlevons ça. Et puis, tous ceux qui
soutiennent alors les gens là. Je sais que bon, je ne vais pas indexer quelqu'un ici, tout le monde sait que voilà, ceux qui soutiennent ces gens là le font à dessein, parce que ils ont confronté l'Afrique à beaucoup de difficultés. Maintenant, la nouvelle trouvaille, c'est le djihadisme. Alors, il appartient aux Africains de se lever comme un seul homme pour mettre fin à cette crise-là. Parce que les Africains ont été passifs sur alors la préparation de ce coup par Sarkozy. Aucun chef d'État, sauf Jacob Zuma et ATT dans le temps, aucun chef d'État africain se sont opposés à l'intervention en Libye. Moi, je me souviens que même le Nigeria a voté alors cette résolution-là contre la Libye. Or, c'est un pays africain. Quand Jacob Zuma avait proposé au chef d'État africain d'aller alors rester sur le tarmac de Tripoli, aucun n'a fait le déplacement. Si cette union était là, je pense que le petit Sarkozy là ne peut pas venir créer ce désordre là qui aujourd'hui devient un lourd tribut pour nous. Oui, si vous permettez que je lui réponde. Vous savez, moi je salue tout d'abord tous les efforts que les chefs d'État font en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme. Alors ce qui devrait ajouter, c'est de renforcer leur enseignement. Ce qui devrait ajouter, c'est ce que le Togo aussi fait ces derniers temps, en optant pour une résilience économique, c'est-à-dire sur le plan social, faire abattre des travaux dans les zones les plus difficiles, qui est le minimum vital pour cette localité-là. Et aussi, lorsque ces terroristes vont vouloir embaucher ou recruter ces jeunes, ils ne vont pas se laisser comme des proies faciles. C'est tout ce que les chefs d'État africains peuvent faire. Mais maintenant, s'ils ne renforcent pas cela, ces domaines ou ces sphères, ça va être difficile de lutter contre le terrorisme. Parce que, en réalité, moi, à ce niveau, je mène un raisonnement tellement facile. Les gens vont le trouver facile. C'est que ceux qui gouvernent le monde n'ont pas encore décrété la fin du terrorisme. Ceux qui gouvernent le monde n'ont pas encore décrété la fin du terrorisme. C'est pour cela que je dis que nous devons je sais pas, avoir à l'esprit que nous sommes appelés à vivre avec le terrorisme. Alors, individuellement et collectivement, nous devons être prêts à lutter régulièrement contre ces bandits, contre ces attaques-là, chacun à son niveau. Parce que ceux qui décident de la fin du terrorisme ne l'ont pas encore fait. Parce que vous voyez, les gens, ils ont des armes. Ils trouvent ces armes-là où? Ces gens-là qui leur fournissent les meilleurs renseignements. Les renseignements-là, ils tirent ça d'où? Et qui leur fournissent ces renseignements-là? La position de nos militaires, la position de nos stratégies militaires, qui leur fournissent tout ça là? Moi, je pense que ça vient de l'Occident. Je ne sais pas si vous avez suivi tout récemment l'intervention du candidat Adolphe à la RDC, à la présidentielle de la RDC en décembre prochain, qui disait qu'en réalité, le problème n'est pas Paul Kagame. Le problème est relatif aux multinationales internationales, aux multinationales, aux occidentaux, multinationales occidentales. Et ce sont eux qui font tout pour déstabiliser l'Est de la RDC. Ces multinationales arment le M23 et ils déstabilisent le couloir et pillent ses ressources. Et le Rwanda aussi en profite. Donc la déstabilisation du continent, ça a son auteur. Et donc ceux qui décident de cette déstabilisation sont toujours là. Et il ne veut pas laisser l'Afrique tranquille. Maintenant, vous avez dit, Costiga Koiti a encore ajouté que bon, il va falloir que nous soyons tous unis. Bien sûr, nous avons la CEDEAO, nous avons l'Union africaine, nous avons la CEMAC. Est-ce que ça vous travaille vraiment à l'Union? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'on ne voudrait pas que ça travaille à l'Union. L'Union africaine, elle n'est pas unie. La CEDEAO, elle n'est pas unie. Quiconque, si par exemple, moi je dis toujours en blaguant que si par exemple tous des États africains comme le Bénin, le Burkina Faso, la Sierra Leone, eux tous se positionnent derrière Assimi Goïta, quelqu'un a dit, lorsqu'on sera unis, ça va faire mal. Ça va faire mal. Donc ça fera mal. Donc on ne permettra jamais à ce qu'on soit unis. Et aussi, il y a aussi des intérêts égoïstes. Il y a des chefs d'État, bien sûr, de par le continent africain, qui adorent tellement leur fauteuil qu'ils voudraient rien lâcher. Donc s'il va falloir être toujours du côté de l'Occident pour avoir le pouvoir bien conservé, bien gardé, on préfère cette position que de se mettre derrière Assimi Goïta pour lutter contre le terrorisme, pour lutter contre les Occidentaux. Alors, je le disais, dans le cas du Bénin, le commissaire de
la localité de Kaobagou, là où le drame est survenu. Il a été limogé. Le ministre disait qu'on va en tirer les leçons et aussi mettre en branle les mesures de sanctions à l'égard de tous les responsables des forces de sécurité et de défense et qui auraient manqué à leur devoir. Donc, clairement, ici, c'est l'armée, c'est la police républicaine qui n'a pas fait son travail. Oui, c'est ça, bon, c'est ce qu'on dit officiellement. Et moi est-ce que c'est ça? C'est ça, même si la police... Qu'est-ce qu'on peut reprocher à la police? Il y a seulement deux choses à ce niveau. Peut-être les gens n'ont pas été à leur place, ou peut-être les gens ont eu des renseignements qu'ils n'ont pas donnés, c'est-à-dire par rapport aux futures attaques, ils ont eu des renseignements, ils n'ont pas donné les renseignements, ou des gens ont filé des mèches. C'est tout ça. Mais si les gens sont arrivés à ce niveau-là, ça veut dire que votre armée a des problèmes. Si des gens sont arrivés à ce niveau-là, parce que nous sommes à une étape tellement sérieuse qu'on n'a plus droit à l'erreur. Il faut avoir des armées disciplinées, professionnelles, patriotes, qui adorent le pays, le patrie. Si vous n'avez pas cette armée-là, aussi au sein de votre armée, vous n'avez pas ce genre de personnes avec tous ces qualificatifs-là, mais vous devez vous poser un certain nombre de questions. Vous savez, si le Mali est arrivé à ce stade-là, c'est parce que le Mali n'a pas d'armée bien structurée. Quand vous n'avez pas une armée bien structurée, bien solide, et sur laquelle vous pouvez compter, mais sachez que vous avez tous des problèmes. Quoi qu'on puisse reprocher au Togo, vous savez, ce qui nous sauve et ce qui continuera toujours de nous sauver, c'est que nous avons réussi à construire une armée professionnelle disciplinée. C'est-à-dire, par rapport à un certain nombre de choses, il y a des remarques qu'on ne pourrait pas faire à nos forces de défense et de sécurité, à qui j'envoie un salut spécial. Bravo pour tout ce que ces forces de défense et de sécurité togolaises sont en train de faire pour la sauvegarde de la patrie et pour le bien-être de la population. Bravo et que Dieu soit avec vous. Donc, je reviens pour dire que si à ce niveau, au niveau du Bénin, et puis on parle de sanctions, au moment où on traite d'une question internationale, au lieu qu'on devrait s'appesantir sur la question internationale, on revient à la maison pour dire que le problème serait au niveau de la maison, alors que nous savons que c'est une attaque terroriste, mais ça veut dire que c'est dangereux. C'est le Bénin a des problèmes avec son armée. Parce que c'est une question internationale. Moi, je m'attendais pas à ce qu'on dit ça. Au Togo, on a eu plusieurs attaques, et le président togolais a parlé d'une centaine de morts, mais on n'a jamais indexé les militaires togolais. Et maintenant, si on va dire, dans une armée comme ça, comme celle du Bénin, et on dit que le problème serait venu de la maison, mais je me dis, à partir de ce talon, vous êtes assis, mais vous n'avez pas d'armée. Oui, mais quand il dit que le mécanisme... Non, là, je suis pas d'accord. Même ici au Togo, je vais vous dire que il y a eu des réaménagements. Il y a eu des réaménagements, même la tête du commandement de l'opération. Non, ce n'est pas semblable à ce qui s'est passé. Non, écoutez-moi. Alors, s'il y a eu changement à la tête de l'opération Kondouaré ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire le bataillon qui dirige la riposte. Voilà. Alors, s'il y a eu changement à la tête, c'est parce que quelque part, il y a eu manquement et puis on a changé de tête. On a même eu un cas où on a tué des jeunes gens. Tout à fait. Que c'était des terroristes. Voilà. Où l'armée a présenté ses excuses. Alors, moi, j'ai dit, si il y a eu mal donne quelque part, il va falloir qu'un État responsable puisse chercher les causes pour lesquelles cela s'est passé. Surtout que l'alerte a été donnée, qu'il n'y a pas eu alors de réaction. Ça, ce n'est pas une question internationale, ce n'est pas l'opinion internationale. Oui, c'est ce que je dis. C'est ce qu'il essaie d'expliquer. Si l'alerte est donnée et que les militaires ou la police républicaine n'a pas réagi, c'est là il disait qu'il y a un problème dans l'armée béninoise. Ah mais oui, c'est ce que le gouvernement cherche à comprendre. Et à prendre alors des sanctions contre ces gens-là parce qu'ils sont censés réagir. S'ils ne l'ont pas fait, ils vont changer, ils veulent connaître les causes pour lesquelles ils n'ont pas réagi, sanctionner les gens et alors mettre d'autres stratégies pour protéger la nation. Moi, je crois que c'est tout à fait normal pour un... Vous pensez à d'éventuelles complicités? Non, pas d'éventuelle complicité. Vous savez, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Hein. Parfois, même dans les grandes armées, il y a toujours de ces problèmes-là. Parfois, c'est peut-être un petit sommeil de quelqu'un qui a faussé toute la chose. Parfois, c'est un problème technique, c'est un problème de communication, quelque chose qui a manqué. Et puis, voilà, ces gens-là n'attendent pas. Voilà, ils rentrent dedans. Parfois, même ces gens-là infiltrent nos armées. Et que quand ils constatent peut-être un peu de somnolence, ils profitent pour asséner. Voilà. Donc moi j'ai dit, l'un mis dans l'autre, l'État béninois a pris une mesure responsable. C'est de chercher les causes pour la non-réactivité de son armée quand l'alerte a été donnée. Quand ils vont trouver ça, ils sauront alors ce qu'il faut mettre en place pour que éventuellement, quand de telles attaques arrivent, l'armée puisse réagir. Et puis n'oubliez pas que nous sommes en face des gens qui utilisent une technique asymétrique pour nous attaquer. C'est-à-dire que d'abord vous ne connaissez pas la personne, ils n'ont pas alors un emplacement fixe.
Et donc, ils peuvent venir partout. Le terroriste aujourd'hui, qui peut identifier facilement un terroriste? Parfois même, les terroristes dorment avec nous parce que ça émane des familles. C'est aussi ça la réalité. Donc, pour le moment, nous n'allons pas jeter la pierre au gouvernement béninois, loin de là. C'est une décision responsable qu'ils ont prise. Et donc, moi j'ai dit, pour le moment, ce combat doit être patriotique. Que les gens de la police républicaine, de l'armée régulière, puissent alors se sacrifier, savoir que cette mission leur incombe et qu'ils doivent être au premier plan de la lutte. Point, c'est tout. Et puis vous allez constater que ce soit d'ailleurs tous nos pays de la sous-région équipent aujourd'hui leur armée à foison avec des équipements de dernière technologie. Moi, je pense que partout. Donc la fois dernière même le Bénin est allé plus loin en sollicitant même l'aide du Rwanda ou peut-être un détachement des forces armées de défense rwandaises. C'est curieux, hein? Le Bénin est plus grand que le Rwanda. Ah, mais oui, s'ils ont l'expertise. Vous savez, ça c'est la coopération sud. C'est la coopération sud-sud. C'est une bonne chose. Si le Rwanda a des expertises que le Bénin n'a pas. En même temps, Kosiga Nkwete, dans les années 90, nos armées sont apparues très redoutables quand il s'est agi de protéger les pouvoirs en place. On a l'impression, quand on regarde les vrais défis se poser aujourd'hui, que on se rend compte que nos armées, il manque quelque chose. Oui, vous savez, cette guerre ce terrorisme, ce fléau de terrorisme, de djihadisme auquel est confronté nos pays aujourd'hui, je dis, c'est comme c'est tout à fait imprévu. Vous savez, avant... Elles étaient formées pour... Non, avant, vous l'avez dit, avant, la défense était orientée vers le pouvoir en place. C'est-à-dire tout fait pour protéger le pouvoir en place. De protéger, de sécuriser. Contre qui? Contre peut-être d'éventuels assaillants. C'est ça. Sinon, avant, quand on parle assaillants au Togo, on se rappelle des gens qui sont venus attaquer. Oui, c'est tout. Mais il n'y a pas du terrorisme. Aujourd'hui, l'armée est confrontée à un autre fléau qui constitue peut-être des attaques directes contre le gouvernement en place. Aujourd'hui, c'est des attaques directes dirigées vers les populations civiles et l'armée elle-même. Parce que quand les terroristes viennent, ils n'épargnent pas même le militaire, ils n'épargnent pas le policier, ils n'épargnent pas le civil. Donc je crois qu'il va falloir que dans leur schéma, ils puissent alors faire une mise à jour de leur disque. Félicitations à nos armées, à nos militaires. Non, félicitations à nos bon travail. C'est très louable. Moi, je pense que vous savez, Samuel Niaoui, c'est-à-dire quoi qu'on puisse dire, nous avons des armées redoutables, mais le problème c'est que ces armées font face redoutables parce que des populations. Non, moi je disais redoutables. Pourquoi ils n'arrivent pas à s'en sortir face à cette question terroriste? Parce que ceux qui alimentent le terrorisme là sont plus forts que ces armées-là. Ceux qui alimentent le terrorisme sont en quelque sorte leurs patrons, c'est-à-dire qui ont formé nos armées, qui leur vendent des matériels, qui leur vendent la logistique, et c'est à eux-là, c'est ceux-là qui seraient aujourd'hui derrière ces terroristes-là. Donc il leur sera difficile de gagner cette bataille-là. Mais nos armées font ce qu'elles peuvent. La question, Kosiga Nkwete l'a dit tout à l'heure, c'est une question asymétrique où on ne connaît pas l'ennemi. Mais pour pouvoir gagner la bataille à la maison, c'est-à-dire c'est sur le plan économique, c'est sur le plan social, travaillons à ce que à la maison, qu'on ait moins faim. Qu'on ait moins faim, autant on a moins faim. Sur ce chantier, on peut féliciter un peu le président togolais. Oui, on peut féliciter le président togolais parce qu'avec tout ce qui est débloqué par rapport à la région du Nord pour donner un peu d'eau, un peu d'aisance à la région du Nord qui est un peu attaquée aujourd'hui, qui est sensiblement attaquée aujourd'hui. Moi, je pense que le gouvernement togolais, le président togolais, il est en train de faire un grand effort par rapport à cette question. Ça nous amène donc au Togo. Notre dernier sujet, on parlera du recensement électoral prorogé de 2 jours dans la zone 1. Le recensement qui a débuté depuis le 29 avril dernier. Et donc, face aux nombreux problèmes qui ont été soulevés, ce recensement a été prorogé de 2 jours. On va regarder ensemble ce reportage de la rédaction de New World Info sur le déroulement de ce recensement. École primaire publique Kélégougougan,
à Lomé. Devoir de citoyenneté pour M. Tchaouba Ayouba. Pièce d'identité en main, il a pris une partie de sa journée pour se faire enregistrer sur les listes électorales en cette période de recensement. J'ai appris ça à la télé, qu'il y a le recensement de renouvellement du carte. J'avais fait ça dans des années, donc cette année aussi, c'est pour cela que je suis venu pour faire. À mi-parcours de ce recensement électoral, on compte une certaine affluence avec son lot d'impatience. On nous a informé qu'il y a le recensement. C'est pour ça que nous sommes ici. Depuis 5 heures du matin que nous sommes ici. Bientôt il sonnera midi, mais toujours rien. On ne comprend plus rien. Afin d'établir un fichier électoral fiable, des mesures ont été prises pour garantir la sécurité des données enregistrées. Parler de fraude ici, il n'y a pas, parce que quand vous êtes déjà enrôlé quelque part et vous venez ici, la machine bloque. La machine signifie qu'en même temps que vous avez été déjà enrôlé quelque part. De son côté, la Commission électorale nationale indépendante vient s'assurer du bon déroulement des opérations. Malgré un départ en demi-teinte, le président affirme que la population sera enregistrée en temps et en heure. Nos impressions sur la mobilisation, ces impressions sont bonnes. Là où nous sommes passés, les gens sont, chaque kit est au-delà de, est à près de 150 enregistrements par jour. Et je crois que c'est très bon. À ce rythme, c'est une bonne chose. Dès la fin de la période du recensement, la CENI se donne 1 mois pour mettre à jour le fichier avant les prochaines élections. Pour le recensement électoral, j'ai envie de dire, quand on fait un peu le bilan dans la zone 1, quand on regarde un peu les avis, il y a des communiqués des partis politiques. Il y a par exemple le regroupement, la DMK, il y a le NET qui a sorti un communiqué, il y a l'UFC. Quand on lit tout ça, est-ce qu'on n'est pas, à la fin, on va pas se dire c'était catastrophique? Bon, catastrophique, je crois que le mot est un peu plus sévère. Le mot est un peu plus sévère. C'est vrai qu'il y a un engouement monstre cette fois-ci pour le recensement électoral, mais cela est dû à ce que dans les moments difficiles de Covid, l'État a eu à mettre en place des filets sociaux, notamment Novici. Et voilà, qui a aidé beaucoup de gens, et voilà, d'autres n'ont pas eu leur carte d'électeur, faute peut-être des partis politiques de l'opposition surtout, qui appelaient leurs militants à ne pas se faire enrôler dans le temps. Mais aussi, il faut dire que la carte d'électeur sert de carte d'identité pour les bonnes femmes qui souvent alors travaillent avec les microfinances, qui à la place de la carte d'identité réclament parfois la carte d'électeur, ne serait-ce que pour les identifier, leur octroyer des crédits. D'autres même l'utilisent pour d'autres fins, qui parfois pour substituer la carte d'identité. Parfois d'autres même sortent du pays et reviennent avec. Donc chacun a ses raisons. Et pour cette fois-ci, surtout qu'il n'y a pas eu appel des partis politiques de ne pas aller se faire recenser, que tout le monde a abordé le sujet dans le même sens, ont encouragé que les populations à se faire recenser. Voilà qu'il y a eu un engouement. Mais cet engouement n'a pas été du côté technique. C'est-à-dire que les machines destinées à enregistrer les gens, à faire les saisies et tout, n'étaient pas au rendez-vous. Je crois que la charge du travail a pesé sur elle, et donc il y a d'autres qui lâchent facilement. Parfois c'est les pénuries d'encre ici et là. C'est vrai que il y a toujours les rechanges qui viennent, mais peut-être un peu plus tard. Ça se comprend que la logistique est là, mais il faut aussi appeler peut-être un centre qui va les déployer sur le terrain. Et puis, je crois, il y a une machine par bureau de vote. C'est ça aussi qui ralentit un peu l'enrôlement, parce que il y a qu'un opérateur de saisie sur la machine qui le fait à son rythme, et donc tout ça font que le nombre déjà pléthorique qu'il attend, il n'arrive pas peut-être à le finir selon le chronogramme du travail qui lui est donné. Donc l'un mis dans l'autre, je crois que les 2 jours qui ont été ajoutés au délai sont peut-être insuffisants. On aurait pu donner encore 1 semaine, ou pourquoi ne pas même mettre 1 mois pour le recensement électoral. Cela permettrait aux OPS qui tiennent les machines et à la population d'avoir le temps
nécessaires pour aller se faire enrôler sans qu'il n'y ait pas alors tout ce monde sur un seul opérateur. C'est là où moi c'est le souhait que moi j'ai voulu exprimer. Mais pour cette fois-ci, je suis content de ce que beaucoup de Togolais se font enrôler malgré les difficultés et que bon nombre aussi resteront sur le carreau sans carte à la fin de ces opérations. Fiemete Ekouagou, quand on fait le point de la situation, quand j'ai lu beaucoup des communiqués des partis politiques en préparant cette émission, je résume cela ainsi: les machines très lentes dans beaucoup de CLC, on a des groupes électrogènes en panne ou à sec. Je vous dis que j'ai déjà même vu des opérateurs, enfin des agents transporter les groupes pour aller dans les stations faire le plein. Ça, je l'ai vu de mes propres yeux vus. Des cartes épuisées dans certains CLC, des OPS incompétents. Là, je résume le communiqué de la CENI. Finalement, est-ce que c'est un pari gagné, ce recensement que la CENI a organisé? Non, pari gagné, je ne pense pas. Ça aurait été un pari gagné. Il n'y aurait pas tout ce que vous avez débité là. Moi, je me dis, je ne sais pas si... ou soit c'est le pouvoir en place connaît le peuple togolais, ou l'opposition togolaise ne connaît pas le peuple togolais, je comprends pas. Parce que tout d'abord, moi j'ai été surpris par l'affluence. J'ai été surpris par l'affluence. Je me suis dit, avec tout ce que nous avons et tout ce que les gens débitent sur les réseaux sociaux, avec tout ce que les gens débitent en disant on est fatigué, les élections ont changé quoi dans ce pays et tout ça. Et nous, au niveau de notre centre de recherche de géopolitique, on appelle toujours à jouer sa partition civique et citoyenne. Et que les gens aient changé comme cela du coup, alors que, vous savez, en ce qui concerne la communication au niveau de la CENI, ça n'a vraiment pas marché. C'est-à-dire, je me suis dit, mais comment les gens ont pu avoir des informations comme ça? Et il y a eu de l'affluence. De ces 3 derniers jours, il y a eu une affluence, il y a eu une affluence terrible dans les centres. Je pense que Kosiga à côté parlait des faits non vicieux. Les gens se sont dit, on ne sait jamais. Oui. Donc, à ce niveau-là, ça me paraît un peu bizarre. Et bon, parallèlement à ça, ou en lien avec ça, je me dis que les responsables de la CENI, ou les techniciens de la CENI, je vais le dire ainsi, ne se sont pas apprêtés à ce jeu-là. Peut-être ils se sont dit qu'il n'y aurait pas assez d'affluence. Il n'y aurait pas assez d'affluence, donc et en termes de nombre de cartes, de fiches, ils ne se sont pas apprêtés à ça. Donc ils se sont dit, on va peut-être enregistrer peu de personnes. Donc ils sont venus avec ces nombres de cartes et de fiches, et ils ont été surpris par l'affluence. C'est là où les choses ont commencé à être beaucoup plus difficiles. Mais en ce qui concerne les machines, la différence au niveau des machines constatées, mais je me dis où les machines n'ont pas été, je sais pas comment on le dit, où on n'avait pas essayé la machine avant le jour J. Normalement, la CENI techniquement devrait voir si les machines là fonctionnaient, parce qu'on ne peut pas arriver sur le terrain et aussi on constate que la machine ne marche plus. Et aussi, la CENI ne sait pas que, en réalité, nous sommes en train de rentrer dans la saison de pluie, et souvent, ces petits délestages, ces petites coupures de courant, ça arrive par moment, et s'il fallait pas s'apprêter à faire face à ce jeu-là. Donc, je pense que c'est des questions qui n'ont pas été prises en compte. C'est pour cela que ces différences-là ont été constatées sur le terrain. Mais ce sur quoi, moi, je m'appesantis, c'est l'affluence pour dire que les Togolais sont facilement maîtrisables. Les Togolais, ils sont compliqués. Vous m'excusez, mais nous sommes compliqués. Je suis dit, nous sommes compliqués. Nous sommes facilement, nous ne sommes pas facilement maîtrisables. C'est-à-dire, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est comme le Togo. C'est aujourd'hui le Togolais démocratiquement, il aime retourner au parti unique. Non, pas nécessairement. Parce que vous savez, aujourd'hui, je vous ai dit, l'impact des microfinances dans les activités de nos mamans, surtout qui animent nos marchés, est vraiment grand. Et donc, souvent, c'est des femmes qui n'ont pas de pièce d'identité et qui n'ont pas facile, d'autres n'ont même pas la première pièce qui permet à avoir la pièce d'identité, les actes de naissance et tout. Or, tout de suite quand elles ont la carte d'électeur, ça leur permet déjà d'ouvrir un compte près de... Donc c'est pas tant pour voter qu'elles y vont. Non, oui, les raisons, et puis à chaque fois, je crois, ces derniers temps, l'État a encore lancé des recensements
des familles extrêmes pauvres et tout, ou dans tous les quartiers de Lomé, il y a une équipe qui sillonne et qui alors enregistre les femmes et qui, quand on leur demande les pièces d'identité, elles n'en ont pas. Alors c'est encore une raison d'avoir une carte d'électeur, ne serait-ce que pour s'identifier et pour tenter de bénéficier. Si après on les retient sur la liste, ça sont aussi deux. Maintenant, si éventuellement demain il y a encore novici, les gens ne sont plus prêts à laisser passer ces filets sociaux-là. Donc moi j'ai dit, ce n'est pas nécessairement pour l'élection à venir que les gens se précipitent pour avoir les cartes, mais chacun a ses raisons pour lesquelles il veut se faire recenser et disposer de cette carte-là. Seulement que moi j'aurais préféré que la CENI puisse, au lieu d'une machine par bureau de vote, peut-être donner 2 ou 3 machines, ce qui permettrait aux opérateurs de saisie d'avoir plus de lassitude à enregistrer beaucoup de personnes et pour aller plus vite. J'ai été dans des bureaux où il y a eu 2 machines. Chez nous, il y a une machine. Non, dans des bureaux de vote, nous avons constaté 2 machines dans bureaux de vote. J'aurais suggéré à la CENI que prochainement, il va falloir qu'ils prennent des opérateurs de saisie plus aptes. Ceux qui connaissent au fait la saisie. Il y a beaucoup d'anciens qui connaissent le travail. Mais ils sont très lents. Ils sont très lents. D'autres même cherchent les lettres. Dactylographie. Oui. Or, c'est des gens qui sont censés maîtriser ce clavier, les claviers là, pour qu'ils puissent aller très vite. C'est ça aussi. Maintenant, pour ce qui concerne les cartes qui s'épuisent parfois, c'est ce que Teko a dit, les gens ne se sont pas, ou soit la CENI n'était pas préparée pour avoir un si grand engouement. Comment on peut s'imaginer? Vous lancez un recensement, non, vous savez, vous appelez tout le monde à aller, je vous ai dit une spécificité. Alors que tenez-vous bien, oui. Le recensement a suivi le 5e recensement. On connaît le rapport du RGPH 5. On connaît à peu près le pourcentage électoral par zone. Et on va mettre des cartes insuffisantes? Non, pas insuffisante. Peut-être que la provision faite. Moi, je lis des communiqués. Le 2e, 3e jour, les cartes se sont épuisées. Oui, mais il suffirait que. Bon, je crois qu'il y a un centre d'approvisionnement. Il suffirait que ils appellent ce centre. On les pourvoit encore en carte ou en encre. Donc ça, je crois que ce n'est pas une difficulté de trop. Quand les encres finissent, quand ils appellent le centre, on le pourvoit en encre. Donc on peut aussi le pourvoir en carte. Seulement que, vous savez, il y a des engouements terribles. D'autres mettent toute la journée là-bas. D'autres ils vont peut-être à 4h, à 5h et reviennent peut-être vers 14h avec une carte. D'autres reviennent même bredouilles parce que la machine n'a pas fonctionné. C'est pourquoi j'ai dit les machines n'ont pas été au rendez-vous, c'est tout. Maintenant, le temps imparti aussi est peut-être trop petit, ce qui ne permettra pas que beaucoup puissent avoir la carte. D'un communiqué du NED, par exemple, le Djiritama qui dit qu'il a fait le tour de certaines préfectures. Il dit dans les préfectures d'Aguenivé du Golfe, l'affluence est telle que les CLC supplémentaires créés dans l'urgence ne suffisent pas. Des électeurs passent parfois 3 jours d'attente sans pour autant réussir à se faire établir la carte. De nombreux dysfonctionnements d'imprimantes, de ruptures logistiques d'encre, de fiches d'identification et la pénurie permanente des centres dans les groupes électrogènes ralentissent considérablement le travail. Ça, c'était du rôle de la CENI de s'assurer que ça marche bien. Oui, on l'a dit tout à l'heure, c'est comme la CENI a été prise de court. C'est l'impression que ça donne. Il y a de très vieux routiers dans la CENI. Oui, comme les Homao. Je n'ai pas cité de nom. Les Homao, moi je me demande s'il n'est pas fatigué. La dernière fois que je l'ai interviewé, c'était juste après les résultats des législatives de 2013. Il était à la CENI, je me dis 10 ans après, il est toujours là. Il doit être fatigué là. Jean-Claude Romao. Je me dis que peut-être la CENI n'était pas préparée. La CENI n'était pas préparée pour le rendez-vous. Et aussi, c'est l'attitude des Togolais. Moi, je pense qu'on doit conclure à ceci. Le Togolais s'intéresse trop à la chose politique. Il peut vous dire aujourd'hui qu'il est fatigué, mais demain,
Vous allez voir sa réaction, mais c'est contraire. Bon, ça peut-être qu'il faut qu'on attende le taux de participation au vote pour conclure ça. Oui, mais même par rapport au recensement, avec tout ce que nous avons eu, avec la logique de nos vies, les réseaux sociaux et tout, on ne sait jamais. Donc on va voir aussi, et moi je pense que vous allez être encore surpris au soir du dépouillement, vous allez voir encore l'affluence, comment les gens vont encore sortir pour voter. Donc vous allez voir ce qui va se passer. Et au départ, les gens, peut-être les matinées, les Togolais ne sortent pas. Mais dans l'après-midi, et c'est ce que nous avons constaté, premier, deuxième jour, c'était un peu timide. 3 parties de mercredi. Non, mardi, mercredi, jeudi, bon Dieu. Mais les Togolais sont surprenants. C'est un peuple adorable quand même. Il faut aussi dire que l'atmosphère politique a aidé à ce que ça s'est décrispé. Il n'y a pas de fer entre le pouvoir et l'opposition. Il n'y a pas de mot d'ordre. À qui ça profite? C'est même un peu trop calme, on dirait. Mais il faut ça. Ça ne nous donne pas, nous, matière à débat. Vous savez, quand c'est calme, ça aide tout le monde. Ça aide tout le monde. Mais moi, j'ai dit, cet engouement présage des législatives au résultat soviétique. Âprement disputé. Parce que je me dis, il y aura beaucoup de candidatures. Et puis, ce ne serait pas comme avant où on a que seulement 2 ou 3 partis politiques. Il y aura aussi des indépendants. Parce que quand je prends un peu le film des dernières élections locales, vous avez vu les candidatures. Les candidatures étaient venues de partout et surtout des indépendants. Et donc, pour les élections à venir, que ce soit pour les régionales ou pour les législatives, je dis la bataille s'annonce âpre et que les partis politiques qui avant se croyaient tout donner ou tout gagner à l'avance doivent bien se préparer. Parce que pour cette fois-ci, il y a beaucoup qui ont la carte d'électeur et si ce même engouement alors se faisait constater dans les localités, les zones restantes, les zones restantes, au cours des élections aussi, ce même engouement, ces mêmes personnes retournent aux urnes, vont voter. Je crois que il y aura peut-être des surprises. Oui, non, moi je pense que moi je suis pas tout d'accord avec Francis. Comment j'aime vous appeler Francisco Napokura. Napokura, c'est un frère à moi, je l'aime trop. Alors salut, c'est Francisco Napokura. Non, en fait, moi je dis que il y aura des candidatures. Les candidatures seront bien plurielles, mais les résultats ils seront pas trop surprenants. N'anticipons pas. Non, moi je n'anticipe pas. Mais vous savez, c'est par rapport au dernier recensement général. Quand on a dit qu'en réalité, là où il y a plus de monde, c'est dans les localités, c'est à l'intérieur. À l'intérieur, où il y a plus de femmes aussi à l'intérieur, des zones les plus reculées, qui vont dans les zones les plus reculées. Ce ne sont pas les partis de l'opposition. On va revenir sur ça quand le moment viendra. Moi, je reviens sur la question du recensement. Je reviens sur ce communiqué de la CENI. C'était en date du 4 mai, le président, signé du président, qui dit qu'il m'a été donné de constater que certains opérateurs de saisie et membres de comités des listes et cartes ralentissent volontairement les enrôlements et traitements des données en vue de la délivrance rapide des cartes d'électeurs. Ça veut dire que peut-être au niveau de la CENI, on a chronométré. On sait que quand une personne vient, elle peut passer approximativement tel nombre de minutes et à sa carte. C'est des choses qui vont très vite. Mais quand vous voyez des gens qui vous disent que je suis là depuis 7 heures, ils sonnent 10 heures, ils sonnent midi, ils sonnent 15 heures, j'ai pas ma carte, la CENI conclut qu'il y a des OPS qui ralentissent volontairement. Et c'est la CENI qui les a recrutés, c'est la CENI qui les a formés, qui connaît leur profil. Ça veut dire que la CENI dit j'ai tout bien fait, mais c'est les agents qui font mal. Mais pourquoi la CENI dit volontairement? Et ils vont ralentir volontairement, pourquoi? Pour quel intérêt? Peut-être pour qu'on proroge et que les perdièmes, moi je sais pas, je dis n'importe quoi. Ah oui, si c'est à ce niveau. Et moi je voudrais simplement dire, mais que disent les tests de la CENI à propos? Parce que quand on ralentit volontairement, c'est une entorse à la République.
C'est une entorse à la République parce que les gens sortis de la République ont mis les moyens pour que les Togolais aillent se faire recenser. Et moi aussi, et du coup, si vous pointez à constituer un obstacle, alors là, il faut que la République vous sanctionne. Parce que c'est tout ça là, parce que c'est l'image de la République. Nous parlons ici sur une chaîne de télévision internationale, c'est l'image de la République que les opposants constatent et dépeignent en noir. Et s'il y a des individus qui le font, sciemment à dessein, ne serait-ce que pour leur poste et au nom de leur poste, salir l'image de la République, moi je pense que la CENI devrait sévir. Et la CENI ne nous a pas encore dit qu'elle a sévi et que ces personnes-là seront sanctionnées. Parce que la meilleure des choses à faire vis-à-vis de ces personnes, du moment où la CENI a employé volontairement, ça veut dire que c'est prouvé. Et donc, la meilleure des choses, c'est de sanctionner ces personnes-là pour que l'image de la République ne traîne pas par terre. Bon, ça peut être fait à dessein pour moi pour deux causes. La première cause, vous l'avez évoqué, c'est avoir des jours de prolongation pour que les perdièmes s'augmentent. Mais je vois aussi l'homme du politique derrière cette stratégie de lenteur. C'est-à-dire que si dans une zone, il y a peut-être le politique qui sait que ici, le vote ne m'avantage pas, il peut passer par cette... Je ne voulais pas aller sur ce terrain. Mais moi, j'y vais. Moi, j'y vais parce que nous sommes en train de faire des analyses. Oui, bien sûr. Et ça, c'est évident. C'est un jeu politique. Qui me trottiner la tête, mais je ne voulais pas. Oui, c'est aussi une stratégie politique. Où quand le monsieur ralentit, alors la saisie, cela empêche à ce que des gens alors aient de cartes d'électeurs. Mais les OP sont en politique, n'est-ce pas? Non, vous savez qui... Ils sont en politique. Non, ça, laissez ça. Vous savez... Mais ce sont des techniciens. C'est des techniciens. C'est qu'on dit commission électorale nationale indépendante, qui est constituée de partis politiques. C'est constitué de partis politiques. C'est pour ça que moi, j'ai toujours demandé à ce que aussi viennent des propositions des leaders politiques et autres. Donc moi, j'ai dit, parfois, c'est des stratégies des politiques qui constituent à ne pas donner assez de cartes dans le milieu, de sorte que au finish, mais peut-être ça, il faut gagner. qu'on attende les autres zones pour tirer les conclusions. Non, ça dit que vous allez constater que par des milieux, il y aura aussi ça. Ça fait partie de la politique et donc nous l'avons adopté et nous continuerons comme ça. Ça ne va pas changer. C'est un vieux outil de la politique qui nous le dit. Moi, j'ai rien à dire là-dessus. Ça fait partie du jeu. Donc, ça fait partie du jeu. Même les gens de tout bord, les politiques de tout bord, savent que ce dont nous débattons là fait partie du jeu. Donc parfois on ralentit les choses pour que il y a moins. Maintenant, quand on dit que la CENI recrute, la CENI ne recrute pas des politiciens, la recrute des apolitiques, des jeunes qui ont leur opinion politique, qui ont des amis, qui ont des chefs de partis politiques. Je pense que ceux qu'on recrute n'ont aucune coloration politique. Les OPS, tout ça là, ce sont des apoliticiens, des jeunes qui cherchent du boulot, mais qui n'ont aucune ambition politique, qui après peuvent être approchés et puis bien gérés et ils vont faire le boulot. On va pas trop parler sur ça parce qu'il n'y a pas de preuve de cela. Ce qu'il faut souhaiter, c'est que le maximum de personnes soient satisfaites et surtout de tirer les leçons des erreurs ici pour que dans les zones 2 et 3, les choses soient mieux faites. Oui, bien sûr, les zones 1 et les zones 2 et 3 seront bien loties parce qu'il y a déjà des erreurs qui ont été commises et qui sont en train d'être corrigées. Donc, je pense qu'on n'aurait plus les mêmes problèmes à constater dans cette zone à venir. Et puis, moi, j'aurais souhaité que le temps imparti soit un peu plus large, c'est-à-dire que 2 ou 3 semaines destinées à chaque zone. Non, à chaque zone. C'est une question de moyens aussi. Mais pour que les résultats soient acceptés par tous et que tous les citoyens aient leur carte d'électeur. C'est aussi ça la République. Mais oui, si on peut construire les routes, c'est bien. Mais permettre à ce que tout le monde ait sa carte d'électeur. En tout cas, ce que j'ai à dire à tous les... Parce que vous savez, quand les politiques sauront que le maximum de Togolais disposent de leur carte d'électeur et que voilà, les élections se passeront d'une manière transparente, les politiques auront peur à gérer alors les portefeuilles qui leur seront donnés, de peur qu'ils soient sanctionnés dans les urnes, parce que démocratiquement, la seule arme que la Constitution alors donne à tout un chacun, c'est
la carte d'électeur. Le jour-là, vous avez alors toute la lassitude d'aller sanctionner un politique qui ne répond pas à vos aspirations. Et c'est ça, ce n'est pas les marges, ce n'est pas les coups d'État qui règlent alors le problème là. Le problème là, ne réglez pas la carte d'électeur, que tout le monde ait sa carte d'électeur. Alors que ça, mais si vous permettez, moi je demande à tous les Togolais d'aller se faire recenser. Voilà, et que il y a une semaine de rallonge de plus dans chaque zone. Alors que les Togolais aillent se faire recenser. Voilà. Zone 2, zone 3, aller se faire recenser. Nous on a déjà notre carte. Peut-être mon temps est parti, mais moi je lance juste ça comme ça pour la réflexion. Si quelqu'un a sa carte d'identité, n'a pas la carte d'électeur, il est plus togolais que celui qui a la carte d'électeur. Pourquoi on ne permet pas ailleurs, c'est permis. Ailleurs, c'est permis. On cite les pièces que doit disposer l'électeur. On cite les pièces. Dans d'autres pays, il y a la carte d'électeur, il y a la carte d'identité, il y a le permis de conduire, le passeport aussi, qui sont acceptés sous d'autres cieux. Ça peut... Jusqu'avec la carte d'électeur, par témoignage, je ne sais pas trop si vous êtes ça, vous vivez dans la localité, mais la carte d'identité, c'est que vous êtes togolais. Mais si vous vous retrouvez sur le fichier électoral, là, ça peut être facile. Donc, vous avez votre carte d'identité. Maintenant, allez vous faire enregistrer sur le fichier électoral. Parce que c'est ça aussi. Trouver un autre mécanisme que de faire perdre le temps. Oui, à ce niveau-là. Peut-être le jour où on arrivera à enregistrer tout le monde, à informatiser toutes les données. Le recensement biométrique, dont a fait cas le président de la République la fois dernière, peut permettre à ce qu'on arrive là. Merci, Kosiga Akwete, d'être passé répondre à nos questions. Merci à toi aussi. Merci, Fimet Kouagbo. Merci, c'est un honneur. À vous tous qui avez suivi cette émission, je dis merci. On se retrouve le samedi prochain.